Le 10 janvier 1889, un nouveau patient arrive à l'asile de Bâle, en Suisse. Il a fait un long voyage depuis Turin, en Italie, accompagné de ses plus proches amis, qui ont bien du mal à le contenir. En effet, le patient est persuadé qu'il est prêt à assister à une grande représentation en son honneur. Et quoi de plus normal, quand on est Dionysos, le Christ, ou celui qu'on a crucifié? N'a-t-il pas d'ailleurs envoyé de nombreuses invitations au roi Umberto II et même au pape? Cependant, le médecin en face, responsable des admissions, ne partage pas vraiment ce point de vue. Des patients qui se réclament de sang divin, il en voit tous les jours, et celui-là n'est pas si différent de tous les autres. Il faut dire qu'en ce temps-là, Friedrich Nietzsche n'est pas forcément très connu. Il sera donc traité comme n'importe quel autre patient, et même comme un patient de second plan, car il n'a pas l'argent nécessaire pour se payer une pension honorable. Dans son examen d'entrée, le médecin de Bâle révèle bien la démence évidente du philosophe, son délire de grandeur, sa jovialité et son absence totale de reconnaissance de ses troubles. Il apparaît très désorienté, parle sans cesse, sans aucun lien logique dans ses idées. En plein milieu de l'entretien, Nietzsche se jette à terre en criant et en chantant. Avant ça, le médecin remarque cependant un curieux symptôme. Les deux pupilles de Nietzsche sont asymétriques. La droite paraît plus grande que la gauche. Une démence à 44 ans, un délire de grandeur et ses curieuses pupilles, son diagnostic est fait. Ce patient souffre d'une neurosyphilis, la forme la plus grave et la plus tardive de syphilis, une infection sexuellement transmissible très commune au XIXe siècle. Il s'agit là d'un argument de fréquence. Au XIXe siècle, une démence qui débute à la quarantaine est le plus souvent due à cette infection. À l'époque, un tel verdict est une condamnation à mort. Les patients survivent rarement au-delà de 2 ans. 2 semaines plus tard, il est transféré dans un autre asile, à Jena, où il restera environ 1 an avant que sa mère ne le reprenne chez elle. À Jena, les médecins s'étonnent de son appétit vorace, de sa logorrhée mêlant italien, allemand et français, de ses insomnies et de son agressivité par moments. Ils remarquent eux aussi cette curieuse asymétrie entre la pupille droite et gauche. À la sortie de l'asile, en 1890, personne ne s'attend donc à ce que Nietzsche ne survive guère plus de quelques mois. Cependant, il ne mourra qu'en août 1900, après s'être progressivement dégradé au cours de sa dernière décennie. Dès 1894, ses amis décrivent Nietzsche comme apathique, ne répondant à leurs questions que par un sourire, ayant perdu ses souvenirs et ses habiletés musicales, lui qui était un si bon pianiste. Il peut cependant encore écrire. À partir de 1897, il passe tout son temps sur sa chaise, mutique. À la mort de Nietzsche, sa sœur Elisabeth met en place un véritable culte de la personnalité, qui évoluera malheureusement, on le sait bien, vers les tréfonds du nazisme. Aucune autopsie n'a été réalisée en 1900, si bien que l'hypothèse d'une démence d'origine syphilitique perdure après sa mort. Cependant, cette explication n'est pas envisageable pour Elisabeth, qui tente d'expliquer les symptômes de son frère par un sens philosophique profond. Avec les proches les plus fanatiques, elle fait passer Nietzsche comme un gourou qui aurait accédé à une sorte de vérité transcendantale. Cette histoire de syphilis, attrapée dans un bordel de Leipzig, l'embête donc profondément. En 1902, elle mandate un médecin connu de l'époque, le docteur Mobius, de réexaminer les preuves et de réhabiliter l'honneur de son frère. Elle lui envoie l'ensemble du dossier médical qu'il examine soigneusement. Mais coup de théâtre, Mobius valide bel et bien l'hypothèse syphilitique et affirme que ses collègues des asiles de Bâle et Jena avaient le bon diagnostic. Elisabeth ne peut accepter ce verdict. En réponse, elle publie une biographie de son frère qui le décrit comme un véritable saint et qui réfute ses explications déshonorantes. À croire que Nietzsche n'était pas le seul membre de sa famille atteint de démence précoce. Elle évoque dans ce livre un étrange thé javanais, contenant probablement du cannabis, qui aurait détraqué le cerveau de son frère. Une telle substance qui n'avait jamais été mentionnée jusque-là, et dont on ne retrouve aucune trace dans ses correspondances ou dans le dossier médical du philosophe. Cependant, même après l'expertise du docteur Mobius, l'origine syphilitique de la démence, puis de la mort de Nietzsche, continue de faire débat. En 1926, le docteur Hildebrand s'étonne de la survie si prolongée du philosophe, alors qu'habituellement la neurosyphilis emporte ses patients en quelques mois, quelques années tout au plus. Il note aussi que la qualité de son écriture, longtemps conservée même après le début de la maladie, n'est pas cohérente avec un tel diagnostic. Lui pense que Nietzsche était atteint d'une tumeur cérébrale. Nous y reviendrons plus tard.
Une contestation encore plus virulente a lieu en 1930, avec le livre d'Eric Podack, qui attaque très violemment l'expertise de Mobius. Cependant, il n'est sans doute pas de taille à affronter la notoriété du médecin allemand et se fait clouer au pilori, notamment par le neurologue Wilhelm Lang Eichbaum. Ce dernier défend bec et ongle son frère Mobius et affirme l'origine syphilitique. Après la Seconde Guerre mondiale, ce neurologue allemand se donne à cœur joie de critiquer ce philosophe si fortement associé à la pensée nazie, allant même jusqu'à le rendre, à demi-mot, seul coupable du déclenchement des horreurs de la guerre. En 1947, il acte la syphilis du philosophe, s'appuyant notamment sur le témoignage d'un neurologue berlinois, qui n'est autre que Mobius, même s'il ne le nomme pas, qui lui aurait rapporté que Nietzsche aurait contracté la syphilis dans un bordel de Leipzig et qu'il aurait consulté 2 médecins là-bas pour se faire traiter. C'est ce livre qui sera la fondation du mythe de la syphilis de Nietzsche. Elle sera citée encore et encore par les plus grands biographes du philosophe. Non seulement Nietzsche a contracté la syphilis, mais c'est elle qui le rendit dément et qui le tua, alors qu'il n'avait pas 44 ans. Cependant, nous allons le voir, ce n'est probablement pas la syphilis qui emporta le philosophe en 1900. Mais alors, de quoi Nietzsche est-il mort ? Au cours des 30 dernières années, plusieurs médecins et chercheurs ont réexaminé les preuves et sérieusement remis en cause le diagnostic des médecins de Bâle et de Jena. Tous se sont étonnés de l'extraordinaire longévité après le début de la maladie. Nietzsche a en effet survécu au moins 12 ans après l'apparition des premiers symptômes en 1888. À cette époque, il n'existe aucun traitement contre la syphilis, si bien que la survie des patients, aussi gravement atteints, n'excède pas quelques années. En 1898, les aliénistes britanniques l'estiment à 2 ou 3 ans maximum. Certains avancent une survie approchant la décennie, mais ces rapports plus tardifs souffrent de ce qu'on appelle un biais d'avance diagnostique. En effet, du temps de Nietzsche, le diagnostic de neurosyphilis était purement clinique. Cependant, à partir de 1906, les médecins sont désormais capables de visualiser les tréponèmes pâles, les bactéries responsables de la maladie, ce qui permet un diagnostic beaucoup plus précoce, avant même le début des symptômes. Mathématiquement, la survie augmente donc artificiellement. En plus de la survie, les autres arguments cliniques appuyant l'hypothèse syphilitique apparaissent bien fragiles. Les délires de grandeur, par exemple, ont probablement débuté bien plus tôt, dès l'adolescence. Il est donc peu probable qu'ils soient secondaires à une neurosyphilis qui se développe le plus souvent plusieurs années après l'infection sexuelle. Entre parenthèses, on n'a d'ailleurs aucune preuve que Nietzsche ait contracté la syphilis à Leipzig. Cette affirmation de Lang Eichbaum et Mobius ne repose que sur des on-dit. Malgré d'intenses recherches des historiens, on n'a aucune trace d'une quelconque consultation médicale du philosophe lorsqu'il était là-bas, et quand bien même elle aurait bien eu lieu, nous n'avons aucune preuve qu'une infection syphilitique l'ait motivée. Enfin, Lang Eichbaum appuie son argument en affirmant qu'il y avait bien une trace écrite, mais que la lettre en question a été détruite, sans nous en dire beaucoup plus. Bref, l'origine de cette affirmation est bien mystérieuse. Mais revenons au 10 janvier 1889 à Bâle. Le médecin avait alors noté, lors de son examen clinique, une curieuse asymétrie entre les pupilles de son patient. Cependant, ce qu'il ne savait pas, c'est que cette anomalie était bien connue et reconnue par l'ensemble de la famille Nietzsche, étant donné que le jeune Friedrich en souffrait dès sa petite enfance. L'origine étant probablement une très forte myopie de l'œil droit qui évolua progressivement et qui rendit Nietzsche presque aveugle de ce côté. Pupille, délire et évolution, l'ensemble des arguments utilisés pendant près d'un siècle pour justifier l'origine infectieuse de la démence de Nietzsche apparaissent aujourd'hui bien fragiles. Dès lors, de nombreux médecins et chercheurs ont tenté d'avancer leur propre hypothèse pour expliquer les symptômes et la fin tragique du philosophe. À l'instar du docteur Heilbrandt, certains médecins actuels pensent que Nietzsche était en réalité atteint d'une tumeur cérébrale et plus précisément d'un méningiome. Notre cerveau n'est pas directement au contact de la boîte crânienne. Il existe tout autour de lui une enveloppe tissulaire protectrice qu'on appelle les méninges. Les cellules qui les composent peuvent proliférer de façon anarchique et dégénérer en cancer, qu'on appelle alors un méningiome. Certains symptômes de Nietzsche collent en effet assez bien avec ce diagnostic, avant même la terrible dégradation de sa santé à partir de 1800. Dès le plus jeune âge, Nietzsche souffre de terribles migraines, localisées à droite, qui pourraient être provoquées par une tumeur cérébrale. De plus, les anomalies visuelles dont souffrait le philosophe pourraient aussi s'expliquer grâce au méningiome, si celui-ci était localisé proche du nerf optique droit. On se rend compte d'ailleurs que dans cette hypothèse, cette tumeur grossissait sans doute dans le crâne du pauvre malheureux depuis un bon bout de temps déjà avant sa chute en 1880.
Ça colle bien avec l'évolution naturelle de ce type de tumeur qui est plutôt longue et progressive. Enfin, le méningiome, après avoir comprimé le nerf optique, aurait ensuite continué à grossir et comprimé ensuite le lobe préfrontal, situé juste au-dessus, et qui pourrait expliquer les symptômes d'allure psychiatrique qui étaient au premier plan lors de son hospitalisation. En effet, les méningiomes, en comprimant le cerveau situé juste en regard, provoquent un dysfonctionnement. Le lobe frontal étant le siège des fonctions cognitives complexes, on peut par exemple observer cette désinhibition rapportée par les proches de Nietzsche. Les symptômes psychiatriques secondaires au méningiome peuvent être particulièrement impressionnants. Nous avions évoqué dans un ancien article de blog cette histoire d'un père de famille qui avait commencé à développer des comportements pédophiles à cause de ce type de tumeur. Les méningiomes sont des tumeurs bénignes qui ne métastasent pas et qui guérissent plutôt bien lorsqu'on les retire chirurgicalement. Malheureusement pour Nietzsche, une telle prise en charge n'était pas possible à son époque, et quand bien même, sans diagnostic établi, il n'aurait pas pu en bénéficier. Aucune autopsie ayant été réalisée après le décès du philosophe, il nous est impossible de conclure sur l'exactitude de cette hypothèse. C'est dommage, car il en existe plein d'autres. Ainsi, des scientifiques anglais avancent de leur côté que Nietzsche aurait plutôt souffert de démence frontotemporale, une maladie au cours de laquelle les lobes frontaux et temporaux du cerveau se détruisent petit à petit. Il s'agit d'une pathologie assez rare, touchant environ 5000 patients en France, et qui débute le plus souvent vers 50 ans. On ne connaît pas encore bien les causes cellulaires ou moléculaires de cette pathologie. On observe en revanche une mort progressive des neurones au niveau des lobes frontaux et temporaux, responsables des symptômes observables. À nouveau, plusieurs symptômes semblent valider cette hypothèse. La durée d'évolution de la démence frontotemporale est d'environ 11 ans, ce qui est cohérent avec l'histoire de Nietzsche. L'apparition des symptômes renforce elle aussi cette hypothèse, avec la dégradation précoce des relations sociales, de l'hygiène corporelle et du contrôle de son impulsivité, en particulier concernant l'appétit. Et la voracité de Nietzsche a été rapportée à plusieurs reprises par les équipes qui l'ont pris en charge à Bâle et à Jena. La destruction progressive du lobe frontal explique aussi ses comportements stéréotypés et inadaptés, ainsi que sa désinhibition. Enfin, le délire rapporté par les médecins colle aussi plutôt bien à la démence frontotemporale, car ces derniers sont souvent étranges, avec des idées de grandeur, sans forcément se sentir persécutés, ce qui n'était pas le cas du philosophe. Il faut pourtant avoir en tête que ce type de délire est aussi assez commun dans les cas de neurosyphilis. Les scientifiques défendeurs de l'hypothèse d'une démence frontotemporale vont encore plus loin et tentent d'expliquer l'extraordinaire productivité de Nietzsche au cours des dernières années précédant son déclin comme des manifestations précoces de la maladie. En effet, on trouve dans la littérature plusieurs cas de patients atteints de cette terrible pathologie qui ont vu émerger ou se décupler des talents artistiques au début de la maladie. Nous avions même évoqué l'un de ces cas dans un ancien article du blog, je vous le mets en description. Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas trop s'enflammer. Le travail philosophique de Nietzsche va bien au-delà de l'aspect esthétique ou artistique et il nécessite une réflexion approfondie qui est limitée par la destruction cérébrale. Ça ne veut pas dire que les pathologies dont a souffert Nietzsche au cours de sa vie n'ont pas influencé son travail. C'est d'ailleurs plutôt l'inverse. Il semble par exemple que ces migraines intenses et très fréquentes aient beaucoup influencé son style d'écriture et la construction de ses œuvres en succession d'aphorismes. S'il est intéressant d'étudier l'impact qu'ont pu avoir ces troubles psychiatriques ou neurologiques sur son œuvre, il est difficile voire impossible d'en tirer des conclusions certaines. Nous avons rapidement parlé de deux grandes hypothèses qui semblent pouvoir expliquer a posteriori les symptômes du philosophe allemand. Et il en existe encore plein d'autres. Par exemple, des psychiatres ont aussi proposé que Nietzsche ait plutôt souffert d'une curieuse pathologie appelée cas d'asile, une démence d'origine génétique qui provoque une destruction des petites artères cérébrales et par conséquent de multiples petits AVC répétés. D'autres parlent d'une pathologie des mitochondries, ces microscopiques centrales nucléaires cellulaires qui permettent d'approvisionner la cellule en énergie. Les rapports concernant l'état de santé de Nietzsche sont incomplets. Ils reposent sur les connaissances et croyances de l'époque et sont donc porteurs de beaucoup d'incertitudes. En plus de ça, on voit que même les symptômes bien décrits et rapportés par les médecins du philosophe sont peu spécifiques d'une pathologie donnée. Par exemple, le délire ou le comportement inadapté peut tout aussi bien être expliqué par une démence frontotemporale, une tumeur cérébrale ou une pathologie génétique. Les migraines appuient l'argument du méningiome, mais ce pauvre Nietzsche a bien le droit de souffrir de véritables migraines en plus d'une démence frontotemporale. Sans autopsie, on ne peut que supposer, appliquer nos propres grilles de lecture, avec nos propres biais, sur les symptômes du philosophe et débattre, encore et encore, de celle qui apparaît comme la plus cohérente. Un débat passionnant qu'il faut justement alimenter par de nouveaux travaux et de nouvelles hypothèses. Merci d'avoir regardé ou écouté ce podcast jusqu'à son terme, j'espère qu'il vous a plu. On a évoqué plusieurs articles du blog 100 milliards de neurones, sur lequel je vous dirige si vous voulez aller plus loin. Les liens sont en description. Pensez à vous abonner à la page Facebook pour ne rater aucune nouveauté. À bientôt.